Jeune politique ce matin, c'est Hervé Morin, président de la région Normandie et président des centristes. Bonjour Hervé Morin. Bonjour. Est-ce que les médecins généralistes dans votre région sont également en colère contre la distribution de doses de vaccins? Oui. J'ai reçu des textos de médecins hier et un mail du président de l'URML assez exaspéré sur le thème. Et qu'est-ce qu'on nous fait? On a réservé des plages horaires, on a bloqué un centre de consultation pour pouvoir vacciner. Et puis maintenant, on nous explique qu'on va pas nous livrer de vaccins, quoi. Enfin, c'est les sentiments d'un système qui va à U et à dia, quoi. On vous fait une campagne de com pendant tout le week-end sur le thème, ça y est, vaccination massive. Et puis je lis les journaux ce matin et on nous explique qu'aujourd'hui, on a très peu de vaccins à distribuer pendant la semaine, quoi. C'est-à-dire que oui, on veut les mettre dans les centres de vaccination qui ont été ouverts ici et là, et puis ensuite réservés un petit peu pour les pharmaciens pour la suite, quoi. Écoutez, moi, il y a un moment, je finis par plus très bien comprendre. Ouais. Bon, voilà, ce que j'espère, c'est qu'avec l'augmentation qui va être très sensible à partir du mois d'avril des productions de vaccins, je vois en Normandie, on va avoir 2 usines qui vont a priori produire des vaccins pour 2 entreprises. Donc je me dis qu'il y a un moment, on va avoir suffisamment de vaccins sur la planète pour réellement accroître le rythme des vaccinations. Alors c'est intéressant ce que vous dites là, Hervé Morin. 2 usines qui vont fabriquer pour qui? Pour des entreprises? Pour vous-même? Parce qu'à ce micro, vous aviez dit... sous-traitants. Oui, à ce micro, vous aviez dit on va essayer d'acheter des vaccins, nous, les régions. Sauf que finalement, vous ne pouvez pas. Sauf que déjà, le gouvernement nous a interdit ça par un décret fin décembre. Oui. Et deuxièmement, moi, ce que je voulais, c'était tout simplement donner un coup de main. C'est-à-dire dire, voilà... il faut que le pays puisse repartir. On voit très bien que quand la crise du Covid sera passée, on aura très probablement une reprise économique qui sera extrêmement forte. Et donc, les premiers arrivés seront les premiers servis. En clair, il faut pouvoir profiter très rapidement de la reprise le moment venu. Et donc, il faut que le pays soit en capacité de produire, aussi de consommer pour participer à la relance. Donc, tout ça, ça impose que nos compatriotes soient protégés. Et donc mon idée, c'était de dire, puisque le gouvernement nous annonce aucune vaccination pour la tranche des 30-50 avant je ne sais quand, si on peut acheter des vaccins, faisons-le. Et donc ça, c'est pas possible. Comme j'ai fait sur les masques. Quand les professionnels de santé en Normandie m'ont dit, mais on n'a pas de masque, on peut pas se protéger. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été acheter des masques en Chine. Et ensuite, d'ailleurs, je les ai donnés à l'agence régionale de santé en disant... Voilà, c'est votre métier, mettez-les là où ça vous semble le plus utile. Sur cette organisation un peu chaotique, c'est le moins qu'on puisse dire, est-ce que, comme certains, vous allez jusqu'à réclamer la démission de Jérôme Salomon de la Direction Générale de la Santé? Écoutez, je pense que les comptes, on les réglera après, sortons de la crise d'abord. Oui, bon, mais si ça tangue, il faut quand même... Et puis, de toute façon, lui, c'est un fonctionnaire qui, a priori, répond à des responsables politiques. Donc, au bout du compte, la responsabilité, si un jour elle doit intervenir, elle est politique, mais elle n'est certainement pas simplement celui d'un patron d'un service, d'un ministère. Oui, il y a une tension aussi dans les hôpitaux en Ile-de-France, 40% des interventions déprogrammées pour les opérations non urgentes. Est-ce que là aussi, on a bien anticipé les choses sur les ouvertures de lits ou pas en réanimation? Écoutez, moi, je piche toujours pas qu'un an plus tard, on n'ait toujours pas plus de lits de réanimation. Ça fait partie des choses. Quand on a un chef de l'État qui vous explique qu'on est en guerre, on se met en situation d'un pays en guerre et donc on cherche par tous les moyens à augmenter le nombre de lits. Je discutais la semaine dernière avec le patron du centre anticancéreux de Caen, Baclès, qui me disait que selon lui, le nombre de personnes supplémentaires mortes du cancer parce que n'ayant pas été traitées est considérable dans le pays. Est-ce qu'il faut desserrer les contraintes aussi dans certains territoires qui sont moins touchés selon bien vous, sûr. Reconfiner éventuellement par endroit et déconfiner dans d'autres? J'ai pas regardé la situation de la Bretagne, mais j'avais cru voir que dans certains départements, comme le Finistère, on n'avait quasiment aucun cas de Covid. Pourquoi empêcher les gens de vivre là où il n'y a pas de Covid? Enfin, ça me paraît tellement le bon sens, mais je vous rappelle qu'on a à peu près tout vécu sur le sujet. Souvenez-vous, l'année dernière, on avait des départements où il n'y avait quasiment pas de Covid et qui ont été confinés de la même façon. On a quand même connu, vous voyez, la semaine dernière, j'étais en vacances avec mes enfants dans la Manche et je voyais ces immensités, ces espaces, ces plages à l'infini. Je
vous rappelle qu'on a quand même eu un gouvernement qui, au début, ne voulait pas rouvrir les plages. Voilà, bon. Donc on a à peu près tout vu, quoi. Ouais. Passons à la loi climat à l'Assemblée en un mot aussi. Est-ce qu'il faut aller jusqu'à une révision de la Constitution et comment jugez-vous ce projet de loi globalement d'ailleurs? La révision de la Constitution, elle est inutile parce qu'il existe déjà une charte qui permet très clairement au Conseil constitutionnel de s'appuyer sur elle pour un certain nombre, pour faire en sorte que l'environnement soit protégé par les dispositifs constitutionnels. Donc, c'est quoi? C'est de l'affichage. L'affaire quand on voit très bien que s'il faut procéder à un référendum, puisqu'a priori c'est l'engagement qu'a pris le chef de l'État. Ça, ce serait la deuxième étape, oui. Oui, alors vous le faites quand ce référendum? À l'automne, juste avant l'élection présidentielle. Vous pensez que les Français vont répondre à la question? En général, on répond jamais à la question du référendum. On répond à une autre question, c'est est-ce que vous êtes pour ou contre le pouvoir? Le pouvoir essaie d'en faire un moyen de relance politique, et de l'autre, l'opposition cherche à affaiblir le pouvoir. Je pense que l'environnement mérite mieux que ça, qu'un débat inutile sur une question absolument centrale et vitale. Voilà. Il y a de l'idéologie derrière ça, de la manœuvre politique, alors que, comme vous le dites, le climat est suffisamment important, quoi. Oui, je pense que voilà, le référendum et la disposition constitutionnelle me semblent absolument inutiles. Qu'après, il y ait toute une série de mesures qui soient proposées dans ce texte. Bon, voilà, il y a un certain nombre d'avancées. Mais clairement, que restera-t-il du bilan environnemental d'Emmanuel Macron? La seule chose qu'on aura retenue dans tout cela, c'est la fermeture d'une centrale nucléaire et du fait qu'on est qui obligé... était décidé déjà précédemment. Ouais, enfin, mais décidé qu'on aurait pu, on aurait pu changer la décision. Je rappelle qu'au bout du compte, on est obligé d'importer de l'électricité de pays qui produisent l'électricité avec du charbon. Je pense que le bilan n'est pas là. Et donc très clairement, c'est une loi qui est... Voilà, une loi qui d'ailleurs ne sera quasiment pas mise en œuvre avant l'élection présidentielle compte tenu des temps nécessaires pour les décrets d'application. Donc on voit bien que face à la pauvreté et l'indigence du bilan en matière d'environnement, on porte cette loi à moins d'un an de l'élection présidentielle, ou à un an de l'élection présidentielle. Hervé Morin, vous avez co-signé hier avec David Lisnard et François-Xavier Bellamy une tribune dans le Figaro. Vous jugez l'État fort avec les faibles, mais faible avec les délinquants. C'est pas ce que vous entendez tous les jours? Oui. Non, mais donc. Moi, c'est ce que j'entends tous les jours. Oui. C'est-à-dire que préciser... En clair, voilà, c'est le cas le plus symbolique, c'est le contrôle routier et le sentiment que de l'autre côté, des bandes peuvent opérer dans les quartiers sans que rien ne se passe. Ce qu'on dit tous les trois, personne d'entre nous n'est candidat à l'élection présidentielle, hein, donc. Ce seront jamais. Ouais, bon, enfin non, mais je le dis. Non. Ce que nous disons, c'est simplement essayons d'être pragmatiques. Essayons d'aborder les choses avec méthode. Essayons de poser les choses simplement. Pourquoi la chaîne pénale ne marche pas? Pourquoi les peines de prison ne sont pas exécutées? Pourquoi, au bout du compte, un sentiment d'impunité aussi grand existe en France? Et donc, ce que nous appelons, c'est simplement déjà un discours de la méthode. C'est-à-dire mettre des policiers et des magistrats autour de la table et de dire, mais pourquoi on en arrive là? Pourquoi un multirécidiviste finit par ne jamais être... par exemple, expulsé alors qu'il est en situation irrégulière. Voilà, ce sont très clairement, d'abord, non pas une approche idéologique, mais une approche pragmatique d'essayer de regarder point par point pourquoi ça ne marche pas. Est-ce qu'il ne faudrait pas mettre autour d'une même table déjà Gérald Darmanin et Éric Dupond-Moretti? Puisqu'on est à Sud Radio. À chaque fois que vous avez un crime à Marseille, regardez, quelles que soient les majorités, hein, quand j'étais au gouvernement, comme du temps d'Hollande, ou comme du temps d'Emmanuel Macron. Vous avez le ministre de l'Intérieur ou le Premier ministre qui vont à Marseille et qui disent, voilà, on va augmenter le nombre de policiers. Hein, et puis attention, hein, on va prendre le taureau par les cornes. Au bout du compte, qu'est-ce qui se passe? Rien. Il y a 15 policiers de plus pendant quelques semaines. 15 policiers de plus. Au bout du compte, j'aimerais savoir d'ailleurs même combien il y a de policiers en plus à Marseille sur 10 ans, réellement sur le terrain. Mais
Mais vous voyez bien que nos compatriotes ne peuvent plus croire en tout cela. Ils se disent, mais on nous raconte les mêmes histoires depuis des années sans que rien ne se passe. Oui, et c'est pour ça qu'il pourrait y avoir le duel annoncé, justement, Macron-Marine Le Pen. Marine Le Pen qui, d'après les dernières études, ne cesse de progresser. On arrive aujourd'hui à des scénarios 53-47, 52-48. C'est inéluctable pour vous ? Écoutez, c'est tout simplement ce que nous constatons, nous, c'est qu'une partie de nos compatriotes se disent, on a tout essayé et au bout du compte, rien n'a changé. En quoi ? Prenons simplement 2017. Ouais. Le monde nouveau, qu'est-ce qui le diffère du monde ancien ? Le monde nouveau, c'est le monde ancien avec les mêmes pratiques, avec l'inexpérience et la mainmise de la technocratie. Vous pensez qu'au bout du compte, nos compatriotes s'y retrouvent ? Alors, mais justement, signer cette tribune avec François-Xavier Bellamy et David Lisnard, est-ce que c'est quelque part un embryon pour une future alliance à droite, pour éviter ce duel Macron-Le Pen, ou alors vous voyez, je vais vous dire d'abord, ce sont des copains qui ont signé ça ensemble. Ce sont des potes, vous savez, des amis qui sont pas là en train de se dire on va jouer des coudes. Ouais. Moi, je recherche rien. Je suis candidat à la présidence de ma région. Rentrer dans un gouvernement ne m'intéresse absolument pas. Ce que je veux simplement, et je pense que pour David et François-Xavier, avec nos sensibilités différentes, c'est d'abord, parce qu'on est copains, partager ensemble des diagnostics et des solutions qu'on met sur la table. Et l'idée, c'est qu'on puisse en quelque sorte former une bande, comme il a pu en exister dans la vie politique, d'amis qui ont envie simplement de dire les choses. Non mais d'accord, mais les copains, c'est bien, mais est-ce que c'est des copains ? Non mais est-ce que ce sont des copains aussi ? C'est pas inintéressant d'avoir des personnes qui veulent pas rentrer dans des écuries présidentielles, qui sont pas en train de se chercher, de se positionner pour un mandat ou un portefeuille ministériel, et qui se disent on va simplement essayer de faire un certain nombre de propositions et faire avancer le schmilblick, quoi. Mais donc on a l'impression que finalement pour vous les jeux sont faits, ce sera déjà Macron-Le Pen. Bah non mais vous essayez pas de construire quelque chose, une candidature à droite. Non mais quand vous avez là tous les jours des gens qui vous disent tiens je suis candidat à l'élection présidentielle. Là, il n'y en a pas beaucoup pour l'instant. Si, on en voit tous les jours qui vous disent pourquoi pas moi. Enfin, il y a un moment il faut rester sérieux, quoi. Enfin voilà. Donc vous ne serez pas derrière Xavier Bertrand ou Valérie Pécresse par exemple ? Moi mon seul sujet c'est de continuer à travailler pour pour la Normandie. Je pense qu'on a fait un énorme travail pendant 6 ans. Vous avez dit aussi la France à l'instant, puisque justement sur les quartiers... J'ai malheureusement, compte tenu de mes cheveux blancs, un peu d'expérience, et j'ai simplement envie de travailler sur le fond, sur un certain nombre de sujets, avec des copains qui se disent... on se met autour de la table et on bâtit un certain nombre de solutions, c'est tout. Est-ce qu'il y aura un front républicain, à votre avis, l'année prochaine, ou est-ce qu'il est en train de se fissurer ? Je veux dire, ce qu'on constate, c'est que beaucoup de nos compatriotes finissent par se dire je vais foutre un coup de pied dans la fourmilière. J'ai cru pouvoir mettre un coup de pied dans la fourmilière en 2017, et ce coup de pied, finalement, n'a rien donné de ce que j'attendais. Et donc le risque... Ça vous semble inéluctable, alors ? Je vous écoute. Je dis que le pays est sous la menace, c'est évident. Vous voterez quoi s'il y avait Macron-Marine Le Pen ? À votre avis ? Je vous pose la question. Aucun doute là-dessus. Voilà. Aucun doute là-dessus, c'est-à-dire ? Je voterai Macron, ça c'est évident. D'accord, voilà, mais il faut dire les choses. Cécile de Ménibus, dernière question. J'ai pas envie que mon pays s'effondre non plus, quoi. Enfin, Hervé Morin, je ne sais pas si vous avez vu ce livre Requiem pour l'éducation nationale. C'est un chef d'établissement qui a écrit un livre édifiant sur la lâcheté de l'éducation nationale, sur les questions de laïcité. J'ai vu des papiers et des titres. Dévoyés au nom de la bienveillance. Vous allez me l'offrir. Oui, absolument. Est-ce qu'il faut sanctionner justement les inspecteurs d'académie qui incitent au pas de vague ? Écoutez, moi j'ai toujours été étonné qu'il n'y ait pas réellement une enquête sérieuse sur comment les choses nous ont amenés à la mort de Samuel Paty. Et je suis très étonné qu'il n'y ait pas eu une enquête réelle sur... Il explique qu'il n'a pas été soutenu par l'éducation nationale. J'ai pas lu le papier, donc je ne vais pas parler de quelque chose que j'ai pas lu, mais très clairement, le pas de vague est insupportable, quoi.
Mais ça revient exactement au même sujet que celui qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire une espèce de démission dans laquelle on a le sentiment que le pays plonge si régulièrement, quoi. Merci Hervé Morin, président de la région Normandie et président des centristes. Et nous recevrons justement le chef d'État, Patrice Romain, tout à l'heure à 9h15. Sur Sud Radio, vous pourrez lui poser des questions. Absolument. Et dans un instant, le journal de 8.